Voilà Nancy à la veille du rattachement de la Lorraine à la France. Dans cette ville de 20 000 habitants, près de 1 000 personnes, soit 1/20 de la population, appartiennent à un ordre religieux. La ville ne compte pas moins de 25 couvents. De nos jours, le nom de nombreuses rues en garde le souvenir. Rue des Dominicains, rue des Tiercelins, rue des Carmes, rue des Quatre Églises. 3 204 personnes, soit un peu plus d'un 6e de la population, occupent des fonctions domestiques regroupant une grande variété de métiers. Valet de chambre, cuisinier, postillon, laquais, cocher, palefrenier. En parcourant les rues, on remarque une grande variété de petits métiers. Colporteur, porteur d'eau ou porteur de chaises. En 1737, il fut décidé qu'à Nancy, 14 chaises à porteurs se tiendraient à la disposition de la clientèle. Pour éviter les inconvénients de rues mal pavées ou boueuses, il est possible également d'emprunter des voitures publiques à 4 roues, suspendues et couvertes. La grande majorité de la population appartient à la classe ouvrière, employée dans des manufactures de production textile ou alimentaire, des fabriques, des imprimeries, des entrepôts. La ville compte plus de 200 négociants. À ces activités commerciales s'ajoutent celles de petits commerçants et de revendeurs des 4 saisons, dont beaucoup viennent de la proche banlieue. Toutes ces corporations sont très hiérarchisées. Ainsi, lors de la procession de la Fête-Dieu, les 27 corps de métier défilent avec leurs bannières, et ce, en fonction d'un ordre établi par un arrêt de la Cour datant de 1699. Outre la population régulière, la ville abrite également une garnison. Pour héberger les troupes jusqu'alors logées dans le quartier de la Citadelle et parfois chez l'habitant, 2 nouvelles casernes dédiées à Sainte-Catherine sont construites à l'est de la ville. Enfin, au-dessus de ces classes laborieuses, les ressortissants de 150 familles nobles, établies pour la plupart dans la ville vieille, occupent des fonctions liées à l'administration, à l'organisation militaire ou à la justice. Au cours du XVIIIe siècle, sous le règne de Stanislas, la ville se transforma radicalement et s'embellit considérablement. La ville vieille, d'origine médiévale, et la ville neuve de Charles III, jusqu'alors séparées par des remparts, furent réunies par un ensemble architectural monumental qui suscita l'admiration de tous les contemporains. Outre l'aménagement de la place royale, de nombreux travaux contribuèrent à donner à Nancy l'aspect d'une ville moderne. On multiplia les fontaines, on voûta le ruisseau Saint-Jean qui traversait la ville de part en part et menaçait de se muer en cloaque. Le dernier pont qui permettait de franchir ce ruisseau disparut et toute une série de légendes urbaines se répandirent à son sujet. On racontait notamment que le savetier Meujard s'était enrichi avant la construction du pont en mettant une planche sur le ruisseau et exigeait une pièce d'argent des passants qui s'en servaient. Au fil des ans et des anecdotes, Meujard devint Mouja. Une autre de ces légendes urbaines, située également rue du Pont-Mouja, la sinistre cour de l'enfer, où, paraît-il, 2 femmes mangeaient les enfants en période de famine. Les chemins un peu vagues qui longeaient l'extérieur des remparts furent rectifiés et empierrés. Ainsi naquit la chaussée de l'île de Corse, île très en vogue à l'époque en raison de sa révolte contre Gênes. Le mauvais chemin qui reliait Nancy à Toul fut transformé en route. Mais tous ces aménagements s'effectuèrent à un terrible prix. De 1745 à 1760, tous les habitants des villages entourant Nancy, Pont-à-Mousson, Vézelise, Lunéville, furent contraints à des corvées pouvant durer 3 semaines. Ils durent effectuer à leurs frais, avec leurs outils et leurs bestiaux, le remblaiement des fameux fonds de Toul qui empêchaient la liaison directe entre Toul et Nancy. À ces corvées épuisantes, il faut ajouter l'introduction d'impôts nouveaux et de peines juridictionnelles inconnues jusqu'alors en Lorraine. La peine des galères, qui pouvait frapper de simples braconniers pour une durée de 40 ans, révulsa particulièrement les Nancéens. La première fois que la chaîne passa à Nancy, une foule nombreuse se manifesta pour tenter de délivrer les prisonniers. Des impôts nouveaux,
telle la mise en place du système des gabelles, frappèrent la population. Mais la plus impopulaire de ces nouvelles mesures fut sans conteste la levée, c'est-à-dire le tirage au sort des jeunes gens qui devaient partir au service du roi de France dans des guerres qui leur étaient étrangères. Pour toutes ces raisons, les Lorrains eurent beaucoup de mal à accepter l'administration du roi Stanislas. Ce n'est que bien plus tard que ce souverain fut doté du qualificatif de bienfaisant. Bien qu'il essayât réellement d'améliorer les conditions de vie de ses contemporains par la création d'hôpitaux, d'écoles et de charités diverses, Stanislas ne fut qu'un souverain d'opérette. Le pouvoir est en réalité exercé par Antoine Chaumont de la Galésière, intendant des troupes françaises en Lorraine, représentant du roi de France. La haine des Lorrains envers lui était énorme. Les Nancéens n'acceptèrent que sous la contrainte ce régime qui leur était imposé. Le soir même de l'inauguration de la place royale, de nombreux Lorrains refusèrent de partager la joie populaire et préférèrent se regrouper rue Saint-Dizier, devant le buste du duc Léopold, pour chanter de vieux airs de la province. Cependant, grâce aux soins d'un souverain d'occasion, Nancy se trouva transformée. Il nous reste aujourd'hui à admirer ces ensembles architecturaux magnifiques, mais aussi à nous souvenir que pour la plupart de nos ancêtres, cette époque des Lumières fut l'âge de la nuit.